Oh là 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 là. On a encore perdu beaucoup de temps cette année sur des trucs qui n'en valaient pas la peine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce début de semaine pour la suite des vidéos bilan de l'année. On approche de la fin, on a déjà fait le top et le flop film de 2024. Mes attentes, film, série, jeux vidéo 2025, c'est déjà disponible. Et on se lance désormais cette semaine sur le top et le flop série en commençant avec le flop. Un flop que j'ai eu pas mal de mal à faire cette année. J'ai l'impression en fait que je prends de moins en moins de temps en fait pour mater des séries qui sont mauvaises. Mais ça va, on a quand même réussi à en avoir 10. Donc quel est mon flop des séries de l'année de la 10e à la première place, de la 10e à la plus mauvaise? C'est parti, on se lance avec ce flop des séries 2024. The Acolyte. She was my student. I trained her. Let me be the one to bring her in. Bon, comme chaque année, on retrouve une série Star Wars dans le flop des séries de l'année, même si The Acolyte, c'est pas du tout la pire série Star Wars. Et The Acolyte, ça a bidé total, et de toute façon, en règle générale, les séries Star Wars, on n'en peut plus. Il y a que la saison 2 d'Andor qu'on attend. Et pourtant, The Acolyte, comme on était en train de le dire, j'ai pas non plus détesté de ouf, il y a eu bien pire au niveau des séries Star Wars. Et c'était plus sérieux, étonnamment aussi plus ambitieux, et vu que sur le papier, c'est moins vendeur, c'est étonnant qu'on mette plus d'ambition dans ce genre de série. Par contre, c'était un show qui était horriblement cher pour son rendu. C'était plus cher, les épisodes étaient plus chers que ceux d'House of Dragon. Je sais pas si on se rend compte du délire. Niveau mise en scène, allez, c'était un peu plus punchy, mais ça restait toujours aussi plat. Il y aura pas de suite, il y aura pas de saison 2, ça a été annulé, c'est ce que je vous disais, c'est dommage parce que c'est pas la pire série Star Wars, mais ça n'intéresse pas les gens si on fait autre chose que du fanservice. La licence Star Wars, on en reparlera, mais c'est vrai qu'elle se trouve aujourd'hui dans une réelle impasse. Comment ça s'est écroulé depuis le rachat de Disney, c'est affolant. Il n'y aura pas de saison 2 pour The Acolyte en 2025, sortira la saison 2 d'Andor, j'espère qu'on sera pas déçus, sinon Star Wars, c'est vraiment finito. Agatha all along. The Covenless Witch. It's been Agatha all along. No. What really happened to you? La série spin-off Marvel qui vient d'un personnage, qui vient d'une série spin-off du MCU, des spin-off dans des spin-off. On ne les arrête absolument plus, d'ailleurs la série avait changé de titre 50 fois avant qu'elle débarque, c'était insupportable. Et alors oui, c'est pas la pire série Marvel, mais pareil que pour The Acolyte, c'est bien plus que moyen, bien entendu. J'ai reçu beaucoup de messages de gens, vous savez, lorsque la série a été diffusée, j'ai pas trop suivi au départ, je me suis dit c'est bon, je rattraperai ça à la fin, et je recevais plein de messages, hey, Guillaume, il faut que tu regardes Agatha, tu verras c'est bien, etc. Mais d'où c'était bien. Je veux bien vous accorder le fait que oui, c'est pas la pire série Marvel, mais c'est toujours naze. Et du coup, je me suis rendu compte que les attentes des gens, des fans du MCU, sont devenues, mais alors, tellement basse avec le Marvel Cinematic Universe. On mange tellement mal depuis des années avec cet univers qu'on a l'impression que lorsque Marvel nous sort quelque chose de moyen, et c'est bon, ça en fait quelque chose de très bien. On avait un début de show qui était pas trop mal, et la fin, allez, pourquoi pas, ça passe, mais sinon, globalement, je me suis pas mal ennuyé. Je trouve qu'Agatha est un personnage pas dingue, enfin voilà, c'est pas du tout un personnage qui me fait rêver, c'est pas quelqu'un que j'ai envie de revoir, et c'est dommage d'ailleurs, ça partait plutôt bien, et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas repris un petit peu le concept de WandaVision. WandaVision, on revenait épisode par épisode sur des décennies différentes de l'histoire de la télévision. Là, le premier épisode se lance et on est dans le genre policier, et je me disais que ça aurait pu être pas mal finalement, et ça aurait pu être un bel écho à la série WandaVision si on avait fait un épisode dans un thème, un genre différent. Le premier épisode, on est dans le genre policier, on a aussi un épisode en mode comédie musicale, on a un épisode en mode horreur, on a un épisode en mode animation, par exemple. Là, je trouve vraiment qu'Agatha all along aurait vraiment tiré son épingle du jeu et ça aurait été assez amusant à suivre. Finalement, on est devant quelque chose de banal, sur un personnage Marvel banal. Pour ma part, j'ai déjà totalement oublié le show et je sais pas si on peut retrouver ce personnage dans une suite, dans une autre série, dans des films, etc. Mais bon, personnellement, c'est pas elle qui va me donner envie de me déplacer au cinéma ou tout simplement d'ouvrir Disney+. Les Anneaux de Pouvoir saison 2. Galadriel. Et c'était mieux que la saison 1, oui c'était mieux, mais qu'est-ce que c'est toujours décevant par rapport aux attentes. On parle du Seigneur des Anneaux, bordel, et il y avait aucune hype. J'ai eu beaucoup de mal personnellement à mettre sur cette saison 2, je sais même pas comment est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout, vu la thune que ça demande. La saison 1 était tellement décevante, il y a tellement de spectateurs et de fans qui ont déjà été perdus en chemin. C'était un petit peu moins chiant ici, mais ça l'était toujours quand même, j'ai déjà complètement oublié la saison, et c'est absolument horrible de mater un truc Seigneur des Anneaux et de tout zapper du jour au lendemain. Les acteurs sont mauvais, les personnages sont pas du tout charismatiques, Galadriel en première, mais elle est
insupportable, c'est toujours ennuyant, il se passe peu de choses. Les effets spéciaux au global étaient meilleurs que dans la saison 1, mais il y a toujours des moments qui font mal aux yeux, et vu le budget de la série, c'est pas du tout normal, et c'est même une série, je m'en suis rendu compte avec cette saison 2, c'est une série vraiment qui est destinée aux grands fans de l'univers de Tolkien, qui s'intéressent au lore. C'est pas du tout grand public, c'est assez geek, c'est une série qui est très sectaire, et donc oui, c'est pas une bonne période, je trouve, pour Le Seigneur des Anneaux, entre le film d'animation là qui est sorti dernièrement au cinéma, qui était vraiment pas dingue, et cette série de même qui au bout de 2 saisons n'est toujours pas à la hauteur des attentes. Heureusement que ça n'entache pas le travail de Peter Jackson sur ces films, qui eux resteront extraordinaires, et ça de manière éternelle. Zorro. Les gens l'adorent. Il agit à sa guise, sur son petit masque. La série Zorro avec Jean Dujardin, et alors ça, waouh, je vous jure, au bout de 5 minutes, tu vois déjà que t'es en train de foncer dans un mur. Je vous pousse à aller voir les 5 premières minutes pour voir grosso modo quelle va être la tonalité de la série, y a pas besoin de tout mater, mais tu mates ces 5 premières minutes, tu comprends le délire et tu sens que tu vas rire jaune durant une bonne partie de la saison. J'ai trouvé ça tellement gênant, c'était malaisant, cette version de Zorro, version comédie, avec cette tonalité du coup qui est surprenante. On est vraiment dans une comédie avant tout. Tout naturellement, ça peut faire bizarre pour les personnes de ma génération parce que c'est pas le Zorro avec lequel on a grandi. Moi, j'ai surtout grandi avec les films d'Antonio Banderas, et donc bah oui, c'est pas l'image que j'avais de Zorro. Les dialogues sont vraiment pas dingues, même s'il y a des sujets sérieux qui sont traités ici, qui peuvent paraître assez intelligents, intéressants. On a une histoire de casino, on va parler d'intérêt personnel par rapport aux intérêts du peuple. Il y a pas mal de thématiques qui vont être traitées, tout n'est pas acheté, les scènes d'action passent, on sent qu'on s'est amusé à mettre en scène la série, c'est tourné dans les décors naturels en Espagne, en Andalousie, et ça pour le coup c'était plutôt cool. Visuellement c'est une série qui se défend pas mal, mais à part ça, ça restait quand même ennuyant, et cette réadaptation de Zorro avec Dujardin en mode Zorro au SS-117, voilà, c'est discutable. Je me suis rendu compte encore une fois de plus à quel point l'image de SS-117 collée à celle de Jean Dujardin, c'est un truc voilà qui lui colle à la peau, et je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à s'en détacher. Pourtant Dujardin en Zorro, sur le papier, pourquoi pas, ça peut passer, mais je pense que les gens ont surtout un problème au niveau du traitement du personnage et de ce Zorro très parodique. Mais donc oui, voilà, ça fait partie des choses un petit peu ridicules qu'il ne fallait pas forcément mater cette année. The Franchise. Why aren't we shooting, son? What else do I need to know? Holy fucking shit, the studio's on fire! Okay, it's just some houses. We're back, everyone. Oui, étonnamment, une série HBO produite par Sam Mendes qui est sortie sur Max. C'est d'ailleurs pas la seule série HBO dans ce flop. Il y a des séries HBO là de plus en plus qui sont pas folles. De quoi ça parlait ici? On était en gros dans une immersion dans les coulisses impitoyables d'une équipe qui réalise une franchise de films de super-héros, un milieu dans lequel le chaos règne et où chaque raté cache une anecdote originale. Donc oui, c'était un sujet qui m'intéressait. C'est un peu comme le fiasco de Pierre Ninet qui est sorti sur Netflix, qui était là aussi pas dingue. Et du coup oui, c'était décevant, c'était pas ultra original, pas ultra utile. Du coup, c'était pas forcément fun non plus, c'était pas drôle, c'était pas assez mordant. En fait, c'était assez timide, et c'est ça qui est dommage. C'était trop timide. On visionne en fait une accumulation de problèmes de tournage que l'on connaît déjà ou que l'on imagine. C'est une satire qui est assez banale. On reste beaucoup en surface, et pourtant on pouvait faire bien plus parce que vu le thème, les films de super-héros, on peut vraiment se moquer à fond de ce qu'on fait au niveau des adaptations de films de super-héros. Je pense même finalement que c'est une série qui est peut-être arrivée un peu trop tard, parce que ce thème, j'ai l'impression qu'on l'a déjà pas mal traité. De toute façon, les médias ou les spectateurs se sont déjà moqués des films de super-héros depuis toutes ces années. The Boys, par exemple, ça, je trouve que ça arrivait vraiment au bon moment. Là, c'est moins le cas, ça arrive trop tard, ça apporte pas grand-chose. En plus, on se disperse pas mal en seconde partie de saison. La saison 2 a d'ores et déjà été annulée, donc oui, ça fait partie des flops de l'année, ça sera pas du tout marquant. Dune Prophétie. There's a war hidden in plain sight. I'm the only one that can tell you the truth. Ça a été une giga déception, et pour le coup, le premier épisode, je l'avais trouvé plutôt pas mal. Et c'est la série Dune, un spin-off de la saga de films que l'on suit actuellement, les films de Denis Villeneuve au cinéma. Dès le début, on ressent cette patte HBO, ça peut être rassurant, voilà, dans l'esthétique, ça le fait, les décors, les tenues, le casting, les enjeux politiques à la House of the Dragon
c'est ok, mais c'était tellement chiant. J'ai pas du tout réussi à être pris par le show, ça ne décolle jamais. On se fait chier durant les 6 épisodes, et ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de mal à terminer un show, j'ai pas du tout envie de voir la saison 2 qui a été confirmée. J'étais même assez étonné de voir que la saison 2 était maintenue, je suis pas sûr que ça intéresse les gens de voir des séries d'une. Dune, faut pas l'oublier, c'est un univers qui est très particulier, et c'est là tout le génie de Denis Villeneuve avec ses films au cinéma. Il a réussi à rendre cette histoire assez accessible. J'ai aucun doute sur le fait que Dune 3 va cartonner, mais tout ce qui se fera ensuite sur Dune sans Denis Villeneuve, je suis pas sûr que ça prenne, et je pense que Dune Prophecy, c'est déjà le premier exemple qui peut confirmer la règle. Avatar, le dernier maître de l'air. Un autre gros projet d'adaptation du côté de chez Netflix après One Piece qui étonnamment était très bon. Là c'était beaucoup moins le cas, ça m'a pas plu, à l'inverse de One Piece, ça m'a pas du tout donné envie de mater l'animé. D'ailleurs il me semble pas, je suis pas sûr, mais je pense que les fans d'Avatar, ceux qui aiment l'animé, n'ont pas forcément trouvé le show à la hauteur, le show bon. Et ça m'a pas du tout parlé, même si visiblement on cherchait à cibler un public un peu plus âgé que l'animé, mais avec un style d'écriture vraiment pour les bébés. Qu'est-ce que c'était mal écrit, on n'arrête pas de répéter des choses, et d'ailleurs il y a une news qui est sortie dernièrement sur les réseaux. Apparemment, chez Netflix, c'est demandé justement aux scénaristes d'écrire des scénarios, mais vraiment un petit peu comme des bébés, où on n'arrête pas de répéter des choses. Pourquoi ça? Parce qu'il faut partir du principe que le spectateur de série Netflix fait quelque chose à côté, en même temps qu'il regarde une série. C'est pour ça qu'on essaie de répéter les choses, parce que s'il loupe l'information une fois, il va la réentendre 10 secondes plus tard. Et ça se ressent tellement ici dès le premier épisode, mais du coup ça nous donne des choses qui sont écrites de manière assez curieuse. Ça en dit long sur la façon de travailler chez Netflix. En tout cas, sur ce genre de séries populaires qui doivent toucher pas mal de monde, on essaye de s'adapter aux spectateurs. Mais au-delà de ça, même avec tous ces problèmes d'écriture, ça fait très cheap, les effets spéciaux sont pas ouf, tout est fait en studio, tout est flou, on a utilisé la technologie volume et ça se voit mais vraiment partout, tu vois très bien que les acteurs jouent avec des écrans autour d'eux. Il y a un giga ventre mou au milieu de la saison, je me suis du coup un petit peu ennuyé, il y a peut-être que la musique qui est plutôt sympathique. C'était décevant, j'ai pas du tout eu la même surprise qu'avec One Piece qui m'a donné envie de m'intéresser à l'animé, là ça a pas du tout été le cas, je ne veux même plus entendre parler d'Avatar. Tout ce budget pour ça, c'est quand même un sacré gâchis. Echo Are the same. So, who's the monster? Le gros mensonge de Marvel Studios et Disney Plus du début d'année. Ça aurait pu être super bien si on avait mis autant d'efforts dans la qualité de la série plutôt que dans la communication. Donc, Echo, on était là ici pour suivre l'affrontement entre Echo et le Caïd. Et je sais pas si vous vous souvenez aussi, mais on en a fait un événement parce que c'était l'introduction du logo Marvel Spotlight qui allait se consacrer à des enjeux plus terre-à-terre, plus matures. Ce truc, là, Marvel Spotlight, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus du tout. Je sais pas du tout si ça va être repris pour Daredevil Born Again, et justement, vu que l'on parle de Daredevil, là aussi, on te le met dans les trailers, mais Daredevil, vraiment, on le voit 30 secondes dans la série. Et c'était de la carotte totale, une gigadouille, et finalement, c'était toujours de très faible qualité. C'était pas forcément plus adulte ou plus violent, ça aussi c'était de la com mensongère. Le personnage d'Echo, on l'a totalement oublié, là aussi j'ai pas forcément envie de la revoir, c'est comme Agatha. Faut vraiment arrêter cette mode de vouloir nous servir absolument du contenu et multiplier les shows, les projets, les séries, etc. sur des personnages dont on se fout, mais vraiment royalement. C'était une des séries les plus oubliables du côté de chez Marvel Disney, et vu que la grande majorité des séries sont déjà oubliables, c'est dire le level. La cage. Sors tes prêts, t'es mort, je te dis. Et ça, je vous avoue, oui, je vous le confesse, au départ, j'y ai un peu cru. Certainement à cause du fait que j'ai adoré Valider, j'ai adoré les 2 saisons, et lorsque Gaston Bide nous propose une immersion dans un domaine qui l'intéresse, le rap, pour Valider, et donc ici, les sports de combat et donc le MMA, je me suis dit, pourquoi pas, si ça marchait pour Valider, pourquoi ça marcherait pas avec la cage? Et malheureusement, il a pas du tout réussi à transformer l'essai après Valider, j'ai moins ressenti même cette immersion dans les coulisses du MMA que dans les coulisses du rap. On part un peu dans tous les sens avec plein de choses qui manquaient clairement de profondeur au niveau du scénario, on est vraiment pas là pour le scénario.
scénario, les personnages, hein, c'était vraiment pas dingue, les combats, c'était assez classique, hein, ça manquait là aussi un peu de grand spectacle. Le combat final n'était d'ailleurs même pas le meilleur combat de la saison, et pour revenir sur les personnages, j'ai aussi un gros souci avec l'acteur principal qui porte le show, Melvin Boomer, que j'ai trouvé pas crédible, tout simplement, dans ce rôle. Il manquait totalement de charisme, ça le faisait pas du tout, et on a des guests dans tous les sens qui sont présents, comme souvent avec Gaston Bide, qui ne savent pas jouer non plus, et donc forcément, lorsque t'as Georges Saint-Pierre qui est voilà, très sympathique, hein, comme monsieur, voilà, lorsque tu lui donnes des lignes de scénario, des lignes de dialogue, c'est un peu gênant. Ça a l'air par contre d'avoir plutôt pris, parce que de manière étonnante, la saison 2 a été validée par Netflix, donc c'est un gros mouet, il faudra bien plus de choses, il en faudra bien plus pour nous impressionner. Et le pire de l'année, Umbrella Academy saison 4. I wouldn't miss what's coming for the world. Ça, c'est une série qui s'est totalement crashée au fur et à mesure des années. Et cette saison 4, hein, cette dernière saison, le final d'Umbrella Academy, ça a été le non-événement de l'année. Tout s'est écroulé depuis la saison 3 qui était beaucoup moins bonne. C'est assez étonnant parce qu'en soi la première saison était top, hein, ça avait fait beaucoup de bruit, la deuxième était pas mal, la saison 3 était moins bonne et puis d'un coup tout le monde s'en est foutu. Cette saison 4 elle est arrivée dans l'anonymat total, Netflix n'avait quasiment même pas fait de communication, il y avait même aussi beaucoup moins d'épisodes, il y en avait 6 alors que généralement il y en a 10. On a vraiment ressenti cette volonté de se débarrasser rapidement du truc, c'était un non-respect pour les fans d'Umbrella Academy, et qu'est-ce que c'était nul hein, comme final, j'ai même pas eu cette impression de voir une fin de série, il y avait plus d'idées, c'était une des pires fins de série de l'histoire, un gâchis. Netflix ne croyait plus du tout au projet, on sent qu'il y avait beaucoup moins d'ambition dans les épisodes, dans les saisons, il y avait de moins en moins de thunes qui étaient injectées dans Umbrella Academy, ça s'est ressenti dans l'écriture tout comme les effets spéciaux, mais alors là vraiment c'est assez impressionnant, une série qui partait si bien pour finir autant dans l'anonymat, on va tellement oublier Umbrella Academy, c'est certainement déjà oublié, pour moi c'est la pire chose que j'ai vue, c'est le plus gros crash que j'ai vu cette année en 2024. Hein. Et ça en est tout pour ce flop des séries de 2024. Je vous invite comme d'habitude à liker, à partager la vidéo, à me suivre sur tous mes réseaux, à vous abonner. À vous de me dire maintenant en commentaire quelles sont pour vous les pires séries que vous avez vues en 2024. Et on va se retrouver un petit peu plus tard cette semaine pour le top. On reviendra sur la meilleure série et ce sera la dernière vidéo sur toutes ces vidéos bilan de fin d'année. Puis ensuite, on part pleine balle sur 2025. On se retrouve donc un petit peu plus tard cette semaine pour le top des séries. Je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à très vite.